gouvernement est prêt à un nouveau débat sur l'avenir de notre système de retraite. Un tel mensonge fait au pays sur son avenir, peut-être quoi être passer une petite phase de dépression avec cette décision hier. La suspension de la réforme des retraites a été l'annonce retenue du discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Passés les accords politiques, comprenez-vous cette décision du Premier ministre ? On peut comprendre qu'on essaye de chercher un compromis pour éviter la censure. Après, c'est triste parce que c'est pas un compromis d'intérêt général pour la France. C'est un compromis de parti politique, électoral à court terme. Quand on se compare aux autres pays ou quand on se compare à nous-mêmes il y a 50 ans, on dépense 2 fois plus qu'il y a 50 ans pour les retraites. 14% du PIB, c'était 7% du PIB au début des années 80. On dépensait 7% pour l'éducation. On dépense toujours 7% pour l'éducation. Depuis 50 ans, on n'a pas fait d'efforts pour l'éducation en pourcentage de la richesse nationale. Et quand on se compare aussi aux autres pays, il n'y a que 2 pays dans le monde qui dépensent plus que nous pour les retraites, c'était la Grèce et l'Italie. Et surtout, il n'y a aucun autre pays dans le monde où le niveau de vie des retraités par rapport aux travailleurs est aussi favorable. Dépenser encore plus pour les retraites, alors que par ailleurs, dans le budget, on sait qu'on va dépenser moins pour l'éducation, moins pour l'apprentissage, moins pour la recherche, pas assez pour l'industrie. Qu'on va faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour préparer l'avenir, accentuer les erreurs stratégiques qui nous amènent aujourd'hui à être le 26e pays du monde en termes de PIB par habitant. Alors qu'on était le 5e il y a 50 ans, il y a de quoi être triste. Quand on essaye d'être assez lucide sur l'intérêt général de la France, il y a quoi être triste parce que c'est un budget qui creuse notre tombe à long terme en fait. Là où c'est encore plus triste, c'est qu'il y a sans doute une partie des Français et une partie de la classe politique qui sont convaincus du contraire, c'est-à-dire qu'ils considèrent que travailler moins et dépenser plus pour les retraites, sans faire d'efforts pour l'éducation et pour le reste, c'est un progrès. Un tel malentendu sur ce que c'est que de vivre mieux et un tel mensonge fait au pays sur son avenir et son niveau de vie dans 10 ans, si on dépense autant sur les retraites et aussi peu sur l'éducation, peut-être quoi être passer une petite phase de dépression avec cette décision hier. On peut croire que cette suspension, qui va permettre à certains actifs de partir plus tôt à la retraite, bénéficie avant tout aux actifs et non aux retraités pour qui ça ne change rien. Pourquoi est-ce un trompe-l'œil ? On est tous, à un moment donné de notre vie, actifs et retraités. On est tous dans le même bateau, dans la même nation, le même pays. Donc notre avenir, il est déterminé par notre création de richesse, c'est-à-dire ce qu'on est capable de produire, d'innover dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent. Et ça, c'est largement, pas que, mais largement en fonction du rapport entre le nombre d'entre nous qui travaillent et le nombre d'entre nous qui ne travaillent pas. Et donc entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. Il y avait 3 actifs pour un retraité il y a 40 ans. On n'est plus que 1,7 aujourd'hui actifs pour un retraité. Et c'est quand même ceux qui travaillent qui créent la richesse. C'est ça qui fait qu'on est une nation, ou qu'on essaye de rester une nation plutôt riche. Et donc si chacun d'entre nous est dans sa vie plus longtemps retraité et moins longtemps travailleur, assez vite, au bout de quelques décennies, ça fait qu'on est une nation plus pauvre relativement aux autres, sauf si les autres font exactement la même chose que nous. Et c'est pas le cas. Cette espèce de préférence pour la retraite vis-à-vis du travail, qui est une préférence française, c'est ça qui fait que, encore une fois, un chiffre que chacun peut constater, aujourd'hui, on est le 26e PIB par habitant. Ça veut dire qu'il y a 25 autres populations dans le monde qui sont plus riches que nous. Il y a 50 ans, il n'y avait que 4 autres pays qui étaient plus riches que la France. Et à ce rythme-là, à la fin du siècle, il y en aura 50. Ce qui fait qu'on sera quasiment une nation tiers-mondisée. C'est notre destin si on ne réoriente pas profondément nos choix collectifs faits depuis 50 ans. Et c'est ce qui nous rend malheureux aussi. Sondage Elab qui est sorti ce matin, 90% des gens considèrent que le pays va mal. C'est un point en un sens rassurant parce que ça veut dire que 90% des gens sont lucides. Dans son discours de politique générale, Sébastien Lecornu a fait de nombreuses allusions au travail. Le gouvernement sera du côté des travailleurs et de celles et ceux qui veulent travailler. Le travail, le mérite, la volonté de progresser doivent être encouragés et récompensés. Nous soutiendrons la rémunération, le logement, la santé des travailleurs. Vous avez vous-même publié Sortir du travail qui ne paye plus en 2024. Les premières esquisses qu'il trace dans ce discours vont dans le bon sens, non ? Le problème qu'on a, c'est qu'il le dit, mais il ne le fait pas. Je veux dire, le gouvernement, c'est pas spécifique à Sébastien Lecornu. Je donne 2 exemples sur le fait que ça sera plus difficile et moins rémunérateur de travailler l'année prochaine que cette année avec le budget qui est présenté au Parlement. L'augmentation des cotisations sur les gens qui gagnent plutôt bien leur vie, à partir de 2 SMIC et demi, c'est-à-dire à peu près 3 000 euros, 2 500 euros net par mois. Ça ne sera pas des cotisations salariales, donc ça ne sera pas du net en moins, mais ça sera de la progression du net en moins, c'est-à-dire que l'entreprise, au lieu d'augmenter votre net, elle va payer plus l'URSSAF, donc vous n'aurez pas d'augmentation du net, même si vous gagnez plus d'argent. Deuxième exemple,
Pour tous les apprentis, il y a dans le budget la suppression des exonérations de cotisations. Et donc là aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ceux qui travaillent en même temps qu'ils font des études, souvent pour payer leurs études, beaucoup de jeunes sont en apprentissage aussi parce que c'est le seul moyen pour eux de continuer leurs études, de faire des études, ils auront moins de rémunération aussi. C'est un choix anti-travail, anti-rémunération du travail en tout cas. Et donc c'est le contraire de ce qui est dit. Le travail qui paye plus, au sens le travail qui ne permet plus d'améliorer son niveau de vie matériel, ça concerne tout le monde en fait. C'est-à-dire que vous gagnez 1 500 euros, 1 426, c'est le SMIC, ou 3 000 euros ou 5 000 euros, vous êtes dans la même situation au sens où, depuis 15 ans, votre niveau de vie matériel, il n'augmente pas. Et il n'augmente pas plus pour les gens à 5 000 que ceux qui sont à 1 500. Évidemment, ils sont plus au-dessus, mais ils ne progressent pas plus vite. Et ça, c'est une spécificité parce que depuis 1945, les gens qui travaillent aujourd'hui sont la première génération qui n'améliore plus sa vie grâce à son travail. Depuis 2010, depuis une quinzaine d'années, les gens qui travaillent, qu'ils aient 25, 35 ou 45 ans, ou 55 ans, ils n'améliorent plus leur niveau de vie en travaillant. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles le travail ne paye plus ? Il y a 3 raisons quand on arrête les chichis et qu'on va droit au but. La première raison, c'est la désindustrialisation. On a fait la pire désindustrialisation d'Europe. On est pire que l'Angleterre aujourd'hui. Partout dans le monde, c'est dans l'industrie que les salaires progressent le plus vite parce que c'est dans l'industrie qu'on fait le plus de productivité. Quand vous perdez 2,5 millions d'emplois dans l'industrie, ce qui nous est arrivé en 40 ans, nous en France, ces 2,5 millions là de personnes, leurs familles et les territoires dans lesquels ils travaillaient, ils auront une progression salariale beaucoup moins importante. Donc ça nous plombe. La deuxième raison, c'est que on a sous-investi dans l'éducation par rapport à d'autres pays. Et donc on est devenu un peuple moyennement compétent. C'est assez violent de se l'entendre comme ça, mais qu'est-ce qui permet de dire ça ? Les études internationales qui comparent les compétences entre les pays, donc que ce soit pour les enfants, les jeunes, c'est les PISA, c'est assez connu, ou pour les adultes, c'est moins connu, ça s'appelle PIAC, mais c'est l'OCDE qui le fait aussi. On arrive, nous, Français, entre le 25e et le 25e rang, que ce soit les enfants ou les adultes. Ce qui veut dire qu'il y a 20 autres pays dans le monde qui sont plus compétents que nous, à chaque niveau de compétence, puisque c'est des moyennes, que ce soit les très qualifiés ou les moins qualifiés. Et ça, quand la mondialisation, là aussi, quand on arrête les chichis, c'est juste une nouvelle distribution internationale du travail, une nouvelle répartition internationale du travail. Donc, quand on redistribue les cartes de la production au niveau mondial et que vous chutez en classement des compétences, vous prenez pas les segments les plus rémunérateurs. Parce qu'il y a un lien direct entre le niveau de compétence, qui est pas forcément le niveau d'études. Le niveau de compétence, c'est être le meilleur dans ce que vous faites et donc la rémunération. Donc, ces 2 raisons-là, ça fait que les salaires augmentent moins vite qu'avant. Troisième raison qui se rajoute là-dessus, c'est que non seulement les salaires augmentent moins vite qu'avant, mais la part que les gens gardent pour eux quand ils gagnent de l'argent est de plus en plus faible. Quand vous gagnez 100 euros en travaillant, vous en gardez en moyenne 54. Il y a 30 ans, vous en gardiez 60. Et il y a 50 ans, vous en gardiez 69. Donc ça augmente de moins en moins vite. La part de ce que vous gagnez et ce que vous gardez pour vous est de plus en plus faible. Et donc les deux se conjuguent et font que, quel que soit votre niveau de qualification et quel que soit votre niveau de salaire, le niveau de vie est à peu près le même qu'il y a 15 ans. Et encore une fois, c'est la première fois en 15 ans que le niveau de vie de la France, il n'augmente pas pour ceux qui bossent. Y a-t-il également un problème de durée de travail ? Les Français travaillent-ils trop peu ? On doit travailler plus longtemps pour 2 raisons, qui est que les autres pays travaillent plus longtemps que nous. Et comme ils sont aussi productifs et aussi qualifiés que nous, s'ils travaillent plus longtemps, ils produisent plus de richesses, donc nous, on s'appauvrit. C'est aussi basique que ça. On n'a pas de problème avec la durée annuelle du travail en France. C'est-à-dire, pour le dire de façon non techno, les gens qui travaillent autant que les autres Européens. C'est les études Rexecode, INSEE, Eurostat qui le montrent. Et j'explique le paradoxe parce qu'on a souvent le sentiment qu'on travaille moins en France. Oui, mais seulement les gens qui travaillent à plein temps et qui sont salariés. 68 millions de Français, 28 millions qui travaillent. Sur les 28 millions qui travaillent, il y a 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants. Sur les 20 millions de salariés, il y a 16 millions de salariés à plein temps. Ceux-là, ils travaillent un peu moins que les autres Européens, ça c'est vrai. Les Français sont moins à temps partiel que les autres pays d'Europe, notamment parce que les femmes travaillent plus en France. Quand on est à temps partiel en France, le temps partiel est plus long. Les fonctionnaires, ils travaillent à peu près de la même manière en Europe. Et les indépendants, eux, les indépendants français travaillent plus que les autres indépendants. Donc en fait, quand vous prenez les 28 millions de gens qui bossent, les Français qui bossent ne travaillent pas moins ou pas beaucoup moins que les autres Européens. Ils travaillent même plus que les Allemands, par exemple, ou que les Suédois, ou que les Danois, c'est-à-dire des gens qui ont un PIB par habitant, donc qui ont un
niveau de vie en fait qui est supérieur à nous. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on travaille beaucoup moins que les autres pendant la vie. Là, c'est vrai, comme je le disais, on travaille 2 à 3 ans de moins et ça sera pire avec la suspension de la réforme des retraites. Et c'est ça qui fait que, on a plus de prélèvements, on gagne moins d'argent quand on travaille, on n'a pas assez d'argent pour innover, on décroche sur l'éducation, on décroche sur l'industrie, etc., etc. En revanche, on peut pas demander aux gens, me semble-t-il, à chacun d'entre nous, les gens c'est nous, de travailler plus longtemps si le travail paye pas plus, parce que ça c'est pas rationnel. Aujourd'hui, quand vous partez à la retraite, vous avez à peu près le même niveau que quand vous travaillez. Ça n'a pas de sens de travailler 3 ans de plus si vous vous dites de toute façon si je travaille 3 ans de plus ça changera rien à mon niveau de vie. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, c'est difficile parce que ça veut dire payer mieux le travail, peut-être payer un peu moins bien les retraites pour creuser la différence entre les deux. On dégrade encore le ratio, tout le monde va vouloir être le retraité le plus vite possible et pour ceux qui restent, ça va être impossible. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train de se passer, qu'aujourd'hui, par exemple, il faut travailler 2 fois plus longtemps qu'il y a 20 ans pour avoir exactement le même logement. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut qu'on travaille plus longtemps pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, être chacun un peu plus longtemps travailleur et un peu moins longtemps retraité pour que ça soit moins difficile quand on est travailleur. Ces 2 ou 3 années à gagner, d'où proviennent-elles? D'une entrée trop tardive sur le marché du travail, d'un départ à la retraite prématuré ou d'une population active qui n'est pas en emploi profitant des diverses prestations? Ce qui montre aussi qu'on travaille moins que les autres, c'est ce qui s'appelle le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de gens de 15 à 64 ans qui travaillent effectivement. Le taux d'emploi, il n'a jamais été aussi élevé depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis que l'INSEE le mesure. Dit de façon non techno, ça veut dire que nous, Français, collectivement, on n'a jamais autant travaillé depuis 50 ans. Il n'y a pas d'épidémie de flemme en France. On n'a jamais autant travaillé collectivement depuis 50 ans. Jamais. Ceci étant, même si les Français d'aujourd'hui travaillent plus collectivement que les Français d'il y a 20 ans, que les Français d'il y a 40 ans, on travaille quand même moins que les autres en Europe. Et on travaille moins pour 3 raisons. En ordre d'importance, donc la plus importante de très très loin, 80% du sujet, c'est parce qu'on part 2 à 3 ans plus tôt à la retraite. Si on travaillait 3 ans de plus, on aurait 2,4 millions de gens de plus qui travaillaient. On est 28 millions, on serait 30 millions et demi. Si on était au plein emploi, ça c'est la deuxième raison qui est importante, c'est-à-dire le chômage, les gens qui profitent un peu trop du chômage par rapport à d'autres pays, etc. C'est en partie vrai, mais ça se joue à la marge. On est aujourd'hui à 7,5% de chômage. Si on était à 5%, ce qui est le taux de chômage du plein emploi, parce que à 5%, c'est juste les gens qui passent d'un boulot à un autre en faisant 2-3 mois de chômage, ça ferait 700 000 personnes de plus en emploi. Ça serait 3-4 fois moins puissant que de travailler 3 ans plus. Et après, il reste le rentrer plus tôt sur le marché du travail parce qu'on fait des études plus longues, nous, Français, sans être plus qualifiés, même en étant plutôt moins qualifiés de plus en plus. Donc, en fait, nos études ne servent pas à augmenter nos niveaux de compétences. Plein de raisons, ça n'a rien à voir avec le marché du travail, mais on a rattrapé en grande partie notre retard grâce à l'apprentissage. Le nombre d'apprentis a quasiment triplé depuis la réforme de 2018. Si on avait autant d'apprentis qu'en Allemagne, ça nous ferait 300-400 000 personnes de plus. Ça vous donne aussi l'ordre de grandeur, ça serait encore un peu moins important que d'aller au plein emploi au niveau de chômage, ou à peu près du même ordre de grandeur. Mais vous voyez, l'essentiel du sujet, c'est le fait qu'on travaille 3 ans de moins. Et c'est pas une question d'âge légal, c'est une question de durée de cotisation pendant la vie. C'est-à-dire que ceux qui font de longues études, comme ça a été mon cas, enfin je pense que de toute façon c'est ça qui se passera, il faudra et on devra partir à la retraite à 70 ans et pas à 67 comme aujourd'hui. Estimez-vous qu'il y a aujourd'hui un effet désincitatif au travail en France? Il y a une désincitation de gauche et une désincitation de droite au travail. La désincitation de gauche, on peut l'appeler comme ça, l'attention aux minima sociaux et à la redistribution versus l'attention à la rémunération du travail. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche fait beaucoup plus attention, elle se mobilise beaucoup plus sur le niveau des minima sociaux que sur la progression des salariés et la rémunération des salariés. Et ça aboutit à un exemple très concret que je vais vous donner. Quand vous ne travaillez pas du tout, que vous êtes célibataire, pas propriétaire et que vous n'avez pas d'enfants, vous touchez 863 € de minima sociaux. RSA plus APL, 863 €. Quand la même personne passe à un travail à plein temps rémunéré au SMIC, vous perdez le RSA, vous perdez les APL, donc vous perdez vos 863 € et vous touchez 1426 € net plus 237 € de prime d'activité, ce qui vous fait 1663 €. Donc vous passez de 863 à 1663. C'est sans prendre en compte les éventuels frais de transport, de frais de garde d'enfants et de restauration. Entre le non-travail et le travail rémunéré à plein temps au SMIC, 18 € d'écart. Et quand on prend en compte la prime d'activité, il y a 26 € d'écart. Est-ce que, entre pas travailler du tout
et travailler à plein temps, 150 heures dans le mois, 18 euros par jour ou 26 euros par jour, c'est une incitation suffisante. Chacun se fera son idée, mais je pense que l'écart, il mérite d'être creusé, et il mérite d'être creusé d'abord en rémunérant beaucoup mieux le travail, peut-être aussi, non pas en baissant, mais en stabilisant pendant quelques années les minima sociaux, c'est-à-dire en arrêtant de les augmenter. Puis il y a une désincitation de droite qui consiste à vouloir défendre à tout prix l'héritage contre le travail. Quand, et c'est le cas aujourd'hui, la majorité de ce que les gens ont ne vient plus de leur travail et de leur mérite, mais du hasard de leur naissance, ça incite en partie, toute une partie de la société à ne pas travailler, ou à moins travailler en tout cas, parce que ceux qui n'ont pas d'héritage se disent, de toute façon, à quoi bon travailler? J'aurai jamais le patrimoine de celui ou de celle qui a hérité, et ceux ou celles qui héritent de beaux patrimoines peuvent se dire, de toute façon, j'ai pas besoin de beaucoup travailler, puisque de toute façon, j'ai par mon patrimoine ce que je n'aurai jamais par mon travail. Donc je suis, en un sens, protégé. Et en fait, on y est dans cette situation-là déjà, parce qu'encore une fois, rapport du CAE, Repenser l'héritage de décembre 2021, qui est en ligne, 60%, donc la majorité de ce que les gens ont aujourd'hui, vient du hasard de leur naissance et pas du travail. Et ça va s'empirer dans les années qui viennent, parce que, avec la transmission qui vient du baby-boom, on va transmettre du patrimoine comme on n'en a jamais transmis dans notre histoire, parce que c'est aujourd'hui les gens à la retraite qui ont le maximum de patrimoine immobilier et financier dans notre pays. Ça va être transmis dans les 10 ans, 10-15 ans. Et au même moment, le travail ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. Si on corrige pas ça, c'est-à-dire si on fait pas que le travail paye beaucoup mieux, et si on prend pas un peu plus dans les plus gros patrimoines au moment de la transmission, on va avoir une société de rentiers et d'héritiers. Et c'est-à-dire une société pas seulement injuste, ça serait presque pas le plus grave. Le plus grave, c'est que ça sera une société de désincitation totale au travail. Ça voudra dire que si vous voulez bien vivre de votre travail, il faudra aller ailleurs qu'en France, parce que la France sera une société d'héritiers. Et les héritiers, et c'est très bien d'être héritier, auront beaucoup moins d'incitation que leurs propres parents ou grands-parents à travailler, parce qu'ils n'auront pas besoin de travailler pour bien vivre. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, proposait justement de taxer l'héritage. La succession en France est pourtant déjà lourdement taxée, 20% au-dessus de 15 000 euros, 30% au-dessus de 550 000 euros, puis 40% au-dessus de 900 000 euros, avec certes des abattements variables selon les situations. Peut-on imaginer faire plus sans verser dans la confiscation? C'est la différence en fait entre les apparences et la réalité. En apparence, la France est anti-succession et a des taux de prélèvement sur les successions quasi confiscatoires. Et c'est pas les taux réels du tout, parce que les taux réels, ce sont les taux qu'on paye effectivement une fois pris en compte les exonérations, les abattements, les donations, les dispositifs d'exonération, etc., etc. Quand on arrive au taux réel, on arrive à 6% en fait. 300 milliards qui sont transmis d'une génération à l'autre chaque année et 20 milliards de DMTG, 18,6 milliards exactement. Donc le taux réel, c'est 6%. Le taux réel de taxation du travail, tout ce qu'on leur a repris par les cotisations, la CSG, la CRDS et l'IR, c'est 46%. Donc on taxe le travail 8 fois plus que l'héritage. Quand le patrimoine se reconstitue, inciter les gens plutôt à attendre de toucher un héritage plutôt qu'à gagner leur vie en travaillant, on aboutit à la situation d'aujourd'hui qui est 60% de ce que les gens ont qui vient du hasard de la naissance et 40% qui vient de leur travail. Après, il y a une objection qui a longtemps été vraie et qui est plus vraie, qui est oui, mais quand même, l'héritage, ce qu'on transmet, c'est le fruit d'une vie de travail. Ce qu'on transmet aujourd'hui, c'est plus le fruit de son travail, 60%. Donc c'est au moins pour 60% le fruit du travail de ses propres parents, voire de l'enrichissement automatique du patrimoine. Alors c'est pas vrai pour tout, mais c'est vrai en tout cas pour l'immobilier, dont les prix ont doublé depuis 20 ans. Et le doublement des prix de l'immobilier, ça n'a rien à voir avec le travail. Et c'est pas le fruit de son propre travail, c'est le fruit de la conjoncture. Donc l'argument de l'impôt sur la mort et de la double taxation d'une vie de travail, il est en grande partie faux. Et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'on peut augmenter sans basculer dans une société communiste. Je vous donne juste un exemple. Comme le taux réel est plutôt à 6%, si on le montait à 12%, on aurait quand même 88% de ce qui est transmis qui n'est pas taxé. Sur 1 million d'euros, la personne qui a la chance de recevoir 1 million d'euros en héritage, elle garderait 880 000 euros. On ne passerait pas en Union soviétique. Si on veut avoir ce débat entre Français, il faut qu'on reste partout de bonne foi. Et sur le travail qui ne paye plus parce qu'on taxe trop, et sur certains gros héritages qui faussent l'égalité des chances à chaque génération parce qu'on n'en prend pas assez. Voilà. Et je dis ça en plus en précisant qu'évidemment là-dedans, il faudrait mettre à part l'outil de travail parce que l'outil de travail, pour le coup, c'est pas un héritage de rente, c'est un outil de production qui favorise l'intérêt général. Et donc, me semble-t-il, tant que cet outil de production, il n'est pas vendu, il ne doit pas être
taxé du tout, même au niveau de l'héritage.